Shalom et bienvenue à iDécryptage, votre tribune des dossiers brûlants de l'actualité africaine et internationale. Sur Lumière du Monde Télévision, 3 sujets à la une de cette émission. Nous serons dans un premier temps au Sénégal où les différents procès contre Ousmane Sonko cristallisent l'actualité. Après un procès pour diffamation, revoilà l'opposant au centre d'une affaire de viol, son éligibilité à la présidentielle menacée, ses partisans debout pour réclamer justice. Tension entre Pretoria et Washington. L'Afrique du Sud est accusée de fournir des armes à la Russie en plein conflit avec l'Ukraine. L'Afrique du Sud dément l'accusation et dit ouvrir une enquête internationale pour faire éclater la vérité. Le sujet religion nous conduira au Nigeria où 25 personnes ont été kidnappées dans une église par des hommes armés. Le sujet nous donnera également d'aborder la question de la persécution des chrétiens dans le monde. Selon l'indice de persécution des chrétiens publié par l'ONG Portes Ouvertes, au titre de l'année 2023, 360 millions de chrétiens sont persécutés sur la planète. Nous en parlerons naturellement avec nos consultants en politique africaine internationale sur notre plateau. Bonjour Dr Maté. Bonjour Franck et bonjour aux téléspectateurs. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie et conférencier international. Merci, docteur Maté. Bonjour, professeur Raphaël Kwasi. Bonjour, monsieur Colbert. Tout l'honneur. Bonjour aux auditeurs de LMTV. Merci infiniment. Tout l'honneur est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en littérature africaine, option roman à l'université Peloforo Gonkoulibaly de Korogo. C'est dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est en littérature française précisément. Littérature française. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit littérature africaine. Ah, bon, okay. Voilà. Je suis tellement ancré dans la littérature africaine. Donc, littérature française, c'est bien dit. Merci, professeur. Merci infiniment. Amis téléspectateurs, premier sujet de cette émission. Nous ouvrons donc ce numéro au Sénégal où la justice a décidé mardi le renvoi au 23 mai du procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle sénégalaise de 2024. La veille, des affrontements et des actes de saccage avaient eu lieu, notamment à Ziguinchor, fief de Sonko, et également dans la région de Dakar. Au moins 3 personnes sont mortes au Sénégal lors de manifestations soutenant le chef de l'opposition Ousmane Sonko avant qu'il ne soit censé assister mardi à son procès pour viol, reporté devant un tribunal à Dakar. Lundi soir, des bus ont été incendiés et des magasins ont été attaqués dans la capitale et dans Ziguinchor, la ville natale de l'opposant. La raison pour laquelle ils font cela est qu'ils sont juste fatigués. Certains de ces jeunes sont au chômage, ils n'ont pas d'orientation. Ils ont juste besoin d'un endroit pour travailler, gagner de l'argent et s'occuper de leurs affaires et de leur famille. J'appelle les deux côtés, le côté du gouvernement et le peuple qui essaie de prendre le pouvoir. Nous avons besoin de paix. Sonko est resté à Ziguinchor, dont il est le maire, et où les troubles ont commencé lorsque ses partisans ont tenté de le protéger d'une éventuelle arrestation avant le procès. Monsieur Sonko est à Ziguinchor, en principe. Il est injoignable. Nous, ses avocats, nous ne sommes pas heureux ni fiers de le dire, mais nous n'arrivons pas à le joindre. Parce que le joindre, c'est ipso facto le faire localiser. Et le faire localiser, c'est en faire la victime des abus qui sont perpétrés contre sa personne depuis quelques jours. Ça n'a absolument rien à voir avec des élections. C'est un procès entre une femme et un homme. Et chacun doit venir avec ses preuves devant le public. On va échanger, on va discuter toutes les preuves à la barre et le tribunal, dans son intime conviction, va trancher. Ousmane Sonko nie les accusations de viol et a déclaré qu'il y avait un complot visant à l'écarter de la course à la présidentielle sénégalaise. De se rendre à ce procès pour viol, est-ce pour lui une façon de dénoncer une justice aux ordres ou plutôt une stratégie pour fuir la rigueur de la loi, de la justice? Docteur Maté. Il faut rappeler que il y a un contexte particulier au Sénégal. Il y a un contexte particulier au Sénégal qui ne permet pas nécessairement de tracer une ligne claire entre ce qui est une justice aux ordres de l'exécutif
avec une justice indépendante qui est en train de faire son travail. Et le Sénégal, qui est le numéro 2 des pays de l'UEMOA, avec un PIB de 28 milliards. Et il faut comprendre que Sonko est arrivé avec son parti PASTEF. Aux élections passées, il était le 3e, avec près de 15% des votes. Et le 2e étant Idriss Seck. Mais on s'est rendu compte que Sonko a gagné en popularité. Premièrement, il y a eu cette affaire de viol qu'il a refuté. Vous savez, j'enseigne dans des grandes écoles à Dakar, dans 3 grandes écoles à Dakar, notamment au CESAG, au ABEM et puis à l'ISM. Et le Dakar est peuplé de salons de massage. Et ces salons de massage, les gens fatigués vont se masser là-bas. Et parfois, ça dévie vers autre chose. Et donc, cette accusation de viol était un peu, pour les Sénégalais, extrinquée parce qu'ils se disaient que c'était une pratique courante, que dans des salons, ça se termine autrement. Donc, on se dit que si une personne a pu oser, pour des choses qui se passent normalement, accuser son cause, c'est que la personne a été téléguidée. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui survient après, puisque cette accusation de viol piétinait, il y a eu l'accusation pour diffamation. Donc, on se rend compte, après, on a l'impression comme s'il y avait une succession de pièges ou d'éléments qui étaient placés devant lui pour le rendre inéligible. Donc, c'est cette thèse qui est vulgarisée par les supporters de Sonko. Alors, donc, pour vous, la thèse d'énoncer une justice aux ordres est bien solide pour Sonko? Bon, je ne dirais pas solide, mais probable. Probable. Parce que nous connaissons très bien dans nos pays que la justice est aux ordres. D'accord. Professeur Raphaël Kwasi, nous vous écoutons sur la question. C'est ce que le docteur Maté a dit. Je voudrais reprendre pour mon compte le fait que ce n'est pas la première fois que ces exactions se perpétuent à l'endroit du personnage de Sonko. Comme il a dit, il est très populaire, il est arrivé 3e aux élections présidentielles. Et il faut aller en deçà pour voir qu'il était d'abord inspecteur des impôts. Et il a été radié de la fonction publique pour avoir publié un certain nombre de choses, notamment avoir dit que le chef de l'État et ses amis ainsi que ses frères bénéficiaient de pots de vin et avoir remis en cause un certain nombre de pratiques. Et le livre qu'il a écrit, Pétrole et gaz au Sénégal, il a dit chronique d'une spoliation. Ce livre-là a révélé combien de fois les dirigeants sénégalais étaient englués dans les affaires de corruption. Et donc, il a tissé une popularité vis-à-vis du peuple, pour qui il a créé un mouvement vaste qu'il a appelé en Wolof « Libérer le peuple » et qui fait qu'il a un point d'ancrage assez sérieux au sein d'une jeunesse désorientée par l'évolution économique, sociale et même politique qui n'arrive pas à s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Alors, si l'opposant Sonko parle de complot d'État, pourquoi refuse-t-il le prélèvement d'ADN qui, à mon sens, devrait, pour une fois, clarifier les choses? Alors, c'est la justice est aux ordres. Et que, par ailleurs, toute cette scène a été manigancée aux fins de pouvoir l'inculper, il sait clairement qu'en s'y rendant pour ce test d'ADN, ça sera une forme de compromission qu'il aura voulu lui-même. Ce d'autant que la propriétaire... C'est pas aussi un argument pour fuir cette thèse ou alors... Bon, c'est ta parole contre la mienne, hein, la parole de l'exécutif contre la parole de l'accusé. On a lu quelque part
que la responsable, donc l'employeur de cette jeune fille, cette jeune dame, Aguissa, a dit être suivie et qu'on lui a proposé d'énormes sommes d'argent pour qu'elle puisse intervenir comme témoin de ce qu'elle aura réellement vécu avec son employé, ces exactions-là. Donc, l'un dans l'autre, on se pose bien la question de savoir, entre arguments de l'exécutif pour écarter quelqu'un qui gagne en popularité et qui devient célèbre, et volonté réelle de punir quelqu'un qui a une aventure qui le compromet vis-à-vis de la loi. D'accord, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on peut toujours croiser les deux résultats du prélèvement ADN, professeur Dr Maté? Bon. La dernière fois, je regardais un documentaire aux États-Unis où des résultats de tests ADN ont été falsifiés et où il a été déclaré que le test était positif alors que c'était le contraire. Vous voyez, le problème avec ces choses, c'est que du moment que tu acceptes le test ADN dans un contexte de corruption, de malgouvernance, de justice aux ordres, et qu'on te sort que le test est positif et qu'on a retrouvé bien ton ADN dans les parties intimes de la femme, c'est fini, tu n'as plus de recours. Parce que le test ADN, il est final. Même si ça a été falsifié, du moment que tu l'as accepté, la thèse de la falsification ne tient plus. C'est fini. Et c'est ce que Sonko veut éviter, au fait. De ne même pas arriver à ce qu'on dise le test est final. Alors, la justice... Oui, allez-y. Je voudrais dire que, bon, il est vrai que je ne vais pas faire entorse à l'évolution historique des juridictions, mais il y a des questions qui sont purement culturelles. La question du viol est une préoccupation récente dans les cultures et l'évolution de la société africaine. Et je crois qu'un homme quand même de l'envergure de Sonko, et qui sait qu'il a un parcours politique qu'il doit protéger, il a une carrière politique, s'amuser à aller poser des actes qui peuvent être retournés contre lui, quand il sait que déjà il est plus ou moins la cible potentielle des hommes politiques, c'est quand même un peu osé. Et c'est pour cette raison que je souscris à cette thèse de complot ou dit contre lui. Surtout que dans l'histoire du Sénégal, ce n'est pas la première fois que les opposants sont ainsi écartés. Nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps pour nous d'apprécier l'intervention de Ousmane Sonko justement sur cette question. Il est interrogé par nos confrères de France 24. Bon, au nom de quoi je me soumettrai à un test ADN sur une procédure dont celui qui avait demandé des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot, c'est-à-dire le procureur de la République, et qu'il a été capable, fait extrêmement gravissime, de modifier un rapport d'enquête d'un gendarme à la base pour pouvoir m'incriminer. On n'est pas dans un dossier ordinaire et c'est pourquoi je ne me soumettrai pas à ce test. C'est quand même des propos graves, professeur. Des propos très graves, très engagés de la part de l'opposant. Oui, les propos sont peut-être engagés, mais graves. C'est comme l'a dit Dr Maté, ce sont des pratiques qui sont quand même courantes en Afrique. Voilà, les falsifications, les dossiers montés, tout dépend de la cible, des objectifs qu'on veut atteindre à partir de cette cible-là. Voilà, et donc on prenne un dossier, qu'on envoie une jeune fille, et même nous savons que dans les civilisations occidentales avancées, ces genres de manipulations ont lieu lorsque on veut nuire à la progression, au parcours, à la carrière de quelqu'un. Et donc, je pense que ce sont des propos raisonnables. Alors, docteur Maté, ce procès a été renvoyé au 23 mai prochain. Alors, si Ousmane Sonko arrivait à être condamné, comment envisagez-vous déjà ce climat politique au Sénégal déjà très tendu? Écoutez, c'est bientôt les élections présidentielles au Sénégal. Et il se pose le problème, n'est-ce pas, du troisième mandat de Macky Sall, qui ne veut pas se prononcer. Et le fait même qu'il ne veut pas se prononcer est un signe qu'il s'est prononcé. Parce que nous connaissons la tendance dans tous les pays africains. Non, les présidents, non, laissez-moi le temps. Non, pour le moment, je suis en train de travailler. Pourquoi vous me demandez ce qui est après, etc. Et au dernier moment, on voit que c'est le signe qu'il a envie de se présenter.
Donc maintenant, on se voit en face un Sonko qui est beaucoup monté en popularité, qui, c'est vrai, a des ennuis judiciaires, mais dont la popularité devient fulgurante et qui sait qu'il est en très bonne position. Et une des manières classiques de pouvoir l'empêcher d'arriver même aux élections, puisqu'il était troisième, il peut bien devenir deuxième, c'est de l'empêcher de se présenter, c'est de le rendre inéligible, en fait. Et tout le monde voit très bien que tout ce qui est posé l'amène droit vers l'inéligibilité. Est-ce qu'une éventuelle condamnation pourrait encore aggraver la tension au Sénégal? Bon, parce qu'il serait carrément inéligible oui. Bon, le problème aujourd'hui au Sénégal et dans beaucoup de pays africains, et là, je pense que vous et moi, on a eu cette discussion sur ce même plateau, vous n'étiez pas d'accord avec moi, et bon nombre des téléspectateurs, c'est sûr, est-ce que la population a le droit d'avoir des armes? Les Américains ont tranché la question. Ils ont dit, moi-même, jusqu'à ce que je n'arrive aux États-Unis, j'étais contre. Mais quand j'ai relu les textes aux États-Unis dans un devoir, où les pères fondateurs américains disaient, la possession des armes par la population est le seul moyen de défendre la démocratie. Parce que quand un leader veut s'accaparer de la liberté du peuple, la seule chose qui peut le dissuader, c'est une population armée. Et j'ai compris alors pourquoi ils ont autorisé ça. Mais en Afrique, vous voyez, devant un peuple démuni, sans armes, n'avait pas le choix. D'accord. Alors, professeur Kwasi, vous le disiez tout à l'heure, en 2000, vous avez dit que les condamnations des opposants est monnaie courante sous nos tropiques au Sénégal, puisque nous y sommes. En 2011, Souad, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, a été condamné à 2 années de prison. En 2015, sous Macky Sall, Karim Wade, le fils du président, de l'ancien président également, a été condamné. Comment justifier cette tradition judiciaire sénégalaise d'arrêter les opposants à la veille de la présidentielle? Alors, cela est dommage. C'est pas seulement c'est non seulement dommage, mais dommageable pour l'évolution tout simplement des pays africains dans leur histoire. Comment comprendre que, alors que la succession a été posée comme un acte divin à travers le remplacement des personnes par la mort et les incapacités diverses, comment comprendre alors que quand on se retire, on veut qu'il n'y ait personne qui se présente? Alors, on dit au niveau comment on appelle ça, d'un proverbe populaire chez moi, qu'en mourant, on n'éteint pas le feu derrière soi. Sinon, ceux qui restent, comment ils vont se nourrir? Alors, malheureusement, dans les pays africains, je ne sais vraiment pas pourquoi. Et même, ce n'est pas seulement en Afrique. Parce que, France, on avait des SDA. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et c'est pas lui seul. Entre Sarkozy même et Chirac, il y a eu un déchirement. Tout comme cela s'est passé dans une moindre mesure avec actuellement Macron et Hollande. Et chaque fois que les hommes doivent quitter le pouvoir d'État, ils se posent à eux le problème de la succession. Comment s'entendre sur les modalités pratiques et les noms? Est-ce que ce n'est pas aussi la crainte de la gestion qu'on a eue? Oui. Pas la peur d'être poursuivi après? Alors, en Afrique, cela se présente la plupart du temps comme cela. Ce n'est pas seulement en Afrique, on revient toujours là-dessus. Oui. Parce que Sarkozy, aujourd'hui, a des ennuis judiciaires. Voilà, qui lui valent quelques années d'emprisonnement, voilà, dont une année ferme. Oui. Donc, ce qui veut dire que... Avec un bracelet électronique. Absolument. Quand on est aux affaires, généralement, on rentre dans un certain nombre de rouages qui entraînent, si on y prend garde, dans des compromissions. D'accord. Docteur Maté, dites-moi, Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, jouit d'une forte popularité, très apprécié des jeunes au Sénégal, quand on sait que 81% de la population sénégalaise a moins de 40 ans. Lui-même, il en a 42, je pense bien. 49, voilà. Alors, qu'est-ce que les jeunes voient en Ousmane Sonko? Une lumière, un espoir, un nouveau Sénégal politique? Il faut comprendre une chose. Il y a une théorie politique qui dit que parmi les 3 leaders ou parmi les 3 têtes de pont dans un pays, donc généralement que ce soit le président, le vice-président, le premier ministre
ou le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les trois grandes figures de tête de pont d'un pays, il y a une théorie politique qui dit qu'un d'entre eux doit être le reflet en âge de la majorité de la population. Ça veut dire que si la moyenne de la population est de 40 ans, une des trois grandes têtes, autant pour moi, président, vice-président, premier ministre, doit avoir 40 ans. L'Afrique a été un des continents, les pays africains ont été un des continents qui ont respecté cette théorie politique. Si vous prenez des gens comme Mouammar Kadhafi, ils sont arrivés au pouvoir, je crois, 27 ans, et Adéman, 24 ans ou 26 ans, ainsi de suite. Ce sont des raisons parce qu'ils ne sont pas arrivés démocratiquement. Oui, mais donc on constate cela, mais ces personnes, après, quand ils sont arrivés, ce sont les mêmes personnes qui n'ont plus voulu, n'est-ce pas, permettre cela. Sauf peu par mieux, comme Rawlings, finalement. D'accord. Et donc, on se rend compte que la majorité de nos pays africains sont une population jeune. Aujourd'hui, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et on a 65 à 70% pour certains pays dont la population est en dessous de 30 ans et 35 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est cet espoir. Et les jeunes, quand la majorité de la population regarde un jeune, surtout qui est persécuté, qui leur ressemble, qui parle comme eux, qui est comme eux, qui est persécuté comme eux, ils s'identifient à cette personne. Donc ce n'est plus un problème de parti politique. Est-ce que vous voyez? Et donc je pense que c'est ce qui se passe au Sénégal. Et c'est ce qui fait peur aussi. Parce que ce qui fait peur, c'est que les dirigeants savent que la majorité aujourd'hui de leur population sont des jeunes. Donc celui qui s'identifie aux jeunes aura le vote. Le vote et c'est ça qui et l'approbation de la population. Et ce que je voulais dire par rapport, pour terminer, si vous le permettez, par rapport au professeur Kwasi, c'est que, au fait, le problème, là nous parlons en tant que personne, en tant que croyant, le grand problème les trois grands problèmes des présidents africains qui ne veulent pas partir, parce que certains sont partis quand même, de ceux qui ne veulent pas partir et s'accrochent, il y a trois grands problèmes. Le premier, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est le problème de rendre des comptes. Ils savent qu'ils ont commis des impairs et que s'ils doivent rendre des comptes, il y aura des soucis. D'accord, le second? Deuxième problème, c'est l'immortalité. Tous ces présidents africains rêvent de l'immortalité. Ils poursuivent l'immortalité. Parce que s'ils n'avaient pas mis la variable de l'immortalité dans l'équation, ils ne peuvent pas prétendre et faire passer le discours à c'est lui seul qui peut continuer, laissez-le continuer le travail, c'est lui seul. Personne ne nous dit que si on t'élit le 20 novembre, que le 21 novembre, le Seigneur ne va pas te rappeler. C'est bien compris. Tu n'as aucune garantie. C'est bien compris. Professeur Raphaël Kwasi, Ousmane Sonko incarne-t-il un nouveau Sénégal politique? Oui, absolument. Absolument. Alors, outre qu'il est l'écho des préoccupations de cette jeunesse, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est dans la tourmente sociale, voilà, qui se forme et qui n'a pas toujours la possibilité d'intégrer le tissu socio-professionnel, il est également une icône des valeurs. Du fait qu'à son âge, il a pu quand même dénoncer, et c'est peut-être en arrière-plan une des choses qui font peur au pouvoir en place. Il a dénoncé la gestion, ne serait-ce que du pétrole. Il a dénoncé la façon dont Macky Sall gère un certain nombre d'activités économiques avec sa propre famille. Avec son frère. Voilà, et la distribution des richesses, etc., etc. Donc, il incarne pour cela les valeurs de la jeunesse. N'oublions pas que tout jeune a une sémence de justice en lui. Quand on est jeune, on veut être justicier. Et surtout, lorsqu'on est victime de la société, comme c'est le cas de la plupart des jeunesses africaines, lorsqu'il y a une figure qui apparaît comme celle de Sonko, cette figure incarne l'espérance de l'avenir. Alors, est-ce qu'il faut vraiment lui faire confiance en deux mots? Parce qu'on a vu ce cas en 2012 avec Macky Sall, qui était même au devant de la lutte contre le troisième mandat qu'ambitionnait Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Macky Sall est au pouvoir, il ne se prononce pas, mais on lui prête des intentions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition sénégalaise ne se trompe pas de prêter ses intentions à Macky Sall, qui jusque-là n'a pas encore parlé?
Alors, il n'y a pas, on ne peut pas jurer sur la tête d'un individu pour prétendre qu'avec ses pratiques, les valeurs qu'il défend et tout, que cet individu est en dehors de toute forme de soupçon à venir. On a vu cela avec Wade lui-même, qui a incarné l'opposition pendant de nombreuses décennies. C'était un modèle qui d'opposant. était un modèle d'opposant. On l'a surnommé d'ailleurs comme tel en Afrique. Il y a eu Macky Sall, comme vous le racontez, qui a incarné également toutes les valeurs que nous citons ici. Aujourd'hui, c'est Sonko. Alors, j'ai un problème à ce niveau et je me pose cette question. Un peu rapidement. Est-ce que cela est lié à l'âge pour ceux qui dirigent les pays à un moment donné de vouloir s'accrocher, s'accouter au pouvoir et de ne pas partir? Est-ce que c'est un mythe de la vieillesse qui amène les hommes à se comporter de cette façon-là? Parce que malheureusement, toutes les personnes qui ont incarné les valeurs les plus pures et que l'on a suivies dans l'histoire, surtout en Afrique, et qui ont crié démocratie à tout vent lorsque ces personnes sont arrivées au pouvoir. On revient encore à l'épineuse question de la gestion opaque du pouvoir, certainement, qui fait craindre qu'on parte du pouvoir et puis peut-être demain être rattrapé par la justice, certainement. Mais il y a également un mythe humain là-dedans. Peut-être que c'est ceux qui ont l'âge de 60 ans, 70 ans, qui ont ces âges-là, qui peuvent répondre à cela. Au mieux à cette question. Merci à tous les deux. Deuxième sujet de ce numéro de e-décryptage. L'ambassadeur américain à Pretoria a accusé le gouvernement sud-africain d'avoir aidé militairement Moscou en pleine offensive contre l'Ukraine, d'après le diplomate américain qui s'exprimait lors d'une rencontre avec des médias locaux. Ces armes ont été chargées par les services de renseignement sud-africains sur un cargo qui se trouvait dans le port de Simon Town, au Cap, toujours en Afrique du Sud. Les faits se seraient déroulés entre le 6 et 8 décembre 2022. Pretoria a vivement nié ces accusations et s'est engagé à ouvrir une enquête internationale. South Africa is in fact not aligned. La bombe est lâchée. L'ambassadeur américain s'est même dit prêt à parier sur sa vie. Selon lui, l'Afrique du Sud a fourni un soutien militaire à la Russie dans la guerre en Ukraine. Au même moment, le président Ramaphosa est en pleine séance au Parlement. Il a été sommé de s'expliquer. Monsieur le Président, pouvez-vous nous confirmer si des armes de guerre ont été chargées à bord d'un navire russe avant qu'il ne quitte le Cap? Vous êtes si désireux de savoir exactement ce qui s'est passé. La question est examinée et en temps voulu, nous serons en mesure d'en parler. Les faits remontent à décembre 2022. Des armes et des munitions auraient été chargées à bord de ce cargo russe, amarré près du Cap. Puis le navire, le Lady Air, aurait ensuite quitté l'Afrique du Sud pour la Russie. Des manœuvres qui vont à l'encontre du statut neutre de Pretoria. En février 2022, le pays avait refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine. Nous avons été très clairs et n'avons pas mâché nos mots à propos de tout pays qui prendrait des mesures pour soutenir la guerre illégale et brutale de la Russie en Ukraine. Dans la soirée, Pretoria a déploré le manque de preuves, s'est dit déçu de l'attitude publique de l'ambassadeur américain, mais s'est engagé à ouvrir une enquête indépendante. Voilà, retour donc sur notre plateau pour ce sujet passionnant, on va le dire, qui oppose donc l'Afrique du Sud à Washington. Alors justement, l'Afrique du Sud joue la carte de non-alignement dans ce conflit russo-ukrainien. Comment donc comprendre au regard de la position de l'Afrique du Sud, qui jusque-là ne s'est pas prononcée dans cette crise, d'apporter une aide militaire, offrir des armes à l'Ukraine dans ce conflit, professeur? Cette accusation, comment la justifiez-vous? Oui, merci, monsieur le journaliste. Bon, est-ce qu'il y a une justification à cette accusation? Oui, certainement. L'Afrique du Sud entretient de longues relations, des relations traditionnelles avec la Russie, l'URSS, depuis le temps de l'apartheid. Voilà, n'oublions pas, la Russie a un passé d'anti-impérialiste. Et à ce sujet-là, tous ceux qui étaient traqués par l'impérialisme international ont bénéficié d'une façon ou d'une autre du soutien de l'ex-URSS, qui s'est mué aujourd'hui en Russie. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ces liens ont évolué. Et aujourd'hui, les États-Unis brandissent l'arme de la menace contre la Russie, parce que la Russie constitue
contre l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud constitue avec les autres pays, c'est-à-dire la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, ce qu'on appelle les BRICS. Voilà. Et ils sont donc un tandem qui est en train de mettre à mal l'axe traditionnel de l'économie mondiale. Alors cette accusation? Donc c'est une accusation, certainement, jusqu'à ce que les preuves soient faites de ce que réellement ce bateau a non seulement chargé des armes, mais que ces armes ont été destinées à la Russie. Docteur Maté, l'Afrique du Sud parle justement d'ouvrir une enquête indépendante à ce sujet. Selon vous, qu'est-ce que pourrait justifier justement cette accusation des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique du Sud? Vous savez, partenaire historique de la Russie. Non, ce n'est pas l'historique de la Russie qu'il faut considérer. C'est l'historique des États-Unis. Jusqu'à la guerre en Irak, avec le fameux exposé du général Colin Powell devant le Conseil de sécurité, tout le monde sur cette planète croyait, yeux fermés, ce que les Américains disaient, parce qu'ils se disaient que les Américains avaient une avance technologique, etc. Mais après que les Américains ont affirmé des choses qui se sont révélées fausses, depuis lors, quand les Américains disent des choses, les gens mettent point d'interrogation. Et c'est ce qui permet, que ça soit vrai ou pas, aux Sud-Africains de semer le doute pour se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre ici, c'est que, comme l'a dit le professeur Kwasi, on a une guerre ici de positionnement, au fait, avec les BRICS. Depuis 2023, les BRICS, parce qu'avant c'était BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, et le S s'est ajouté. Et depuis le 23 mars, parce que le prochain congrès des BRICS, c'est... Du 22 au 24 août. Oui, c'est en août 2023. Et il y a au moins 17 pays qui ont frappé à la porte des BRICS pour rentrer dans les BRICS. Et il se fait qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, les BRICS ont dépassé les G7, c'est-à-dire ce groupe des 7 plus puissants pays économiquement et militairement qui dirigeaient le monde. Donc aujourd'hui, il y a un réel problème de positionnement. À la date de mars 2023, les BRICS représentaient plus de 31 à 32% du poids économique mondial, alors que les G7, États-Unis et tout, sont passés à 30%. Donc, vous comprenez qu'il y a une Cette accusation est donc une façon de contrer l'influence russe sur le continent africain? Ou d'une certaine manière, parce que ce qu'on demande, il y a eu ce qu'on appelait, c'est un nom un peu barbare, CMRAAA, le Conta Malicious Reaction Act Against Russia, etc. Okay. C'est quoi? Les Américains ont fait voter une loi par leur Parlement pour dire que toute personne qui va aider la Russie, cette personne sera soumise aux sanctions américaines, économiques, militaires et tout. Et donc, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ils font attention en même temps parce qu'ils savent que quand ils vont aller vers un clash et que ce clash en face des BRICS qui sont devenus les plus puissants, économiquement, ça risque de ne pas être bon. D'accord. Professeur Kwasi, alors justement, dans cette tension, le chef de l'armée de terre sud-africaine se rend à Moscou pour une coopération militaire, comme il a laissé entendre. Quel est le message qui est traduit derrière ce voyage, selon vous? Alors, pour moi, le message profond, c'est le message de la liberté d'action. Parce que jusque-là, et c'est ce que d'ailleurs la Russie utilise comme arme fondamentale de destruction de l'opinion favorable au monde occidental et aux États-Unis. Les États-Unis, qui sont les pionniers du monde occidental, ont toujours forcé une espèce d'unanimisme au sein de l'humanité. Vous êtes avec moi, je coopère avec vous sur les plans économiques, sur les plans militaires, les systèmes de la Goa, comme nous le savons. Voilà. Et vous n'êtes pas avec moi, et à partir de ce moment-là, comme cela se précise aujourd'hui avec le bloc que la Russie tente de créer, et alors, si nous avions des relations dans le passé, je mets à mal ces relations-là. Alors, pendant que cette accusation
de l'Afrique du Sud d'avoir fourni des armes à la Russie bat son plein, que le ministre de la Défense de l'Afrique du Sud s'est rendu en Russie, c'est le message fort que nous sommes dans un monde libre. Nous pouvons disposer de nous-mêmes et que, par ailleurs, nous choisissons avec qui nous coopérons. Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir très rapidement. C'est que n'oublions pas qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, à côté de nous ici, il y a un positionnement plus ou moins de la Russie. Et à gagner l'Afrique du Sud, qui est un pays essentiel en Afrique, qui est parmi les 3 économies les plus puissantes de l'Afrique et qui se classe parmi les 30 premières économies du monde, c'est ajouter à l'acte de la Russie un élément fort. Et au niveau de la géostratégie, les États-Unis ont du mal à accepter cela. Docteur Maté, vous le disiez tout à l'heure, votre micro, vous le disiez tout à l'heure, et vous parliez justement du sommet de Durban, des BRICS, qui aura lieu donc du 22 au 24 août 2023. À ce sommet, tous les présidents des pays membres de cette organisation doivent être à Durban. Le président Poutine est naturellement annoncé à cette rencontre. On sait que derrière lui court un mandat d'arrêt lancé par la CPI. L'Afrique du Sud pourra-t-elle répondre à ce mandat d'arrêt, mettre à exécution ce mandat d'arrêt quand Poutine sera en terre sud-africaine, selon vous? Mais comprenez que Poutine, il a été du KGB. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que techniquement, même pour l'arrêter, je me pose des questions s'ils peuvent le faire. Techniquement, même s'ils veulent le faire, techniquement, même s'ils peuvent l'arrêter. C'est-à-dire que si les Sud-Africains s'amusent même à faire ça, c'est un déferlement nucléaire qui va venir sur l'Afrique du Sud. Et si même ils arrivaient à le faire, pour moi, ce sera la déclaration de la Troisième Guerre mondiale. Mais quel risque, quelles sanctions pourrait courir l'Afrique du Sud, justement, si elle ne faisait pas face à ce mandat d'arrêt international? Non, en fait, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Il y a une nouvelle dynamique. Les forces sont en train de changer de main. La puissance est en train de changer de main. Les 7 grands pays qui dirigeaient le monde sont en train de s'affaiblir. Le dollar... L'oligarchie mondiale. Oui, le dollar est en train de perdre sa posture, sa puissance internationale. Avant, 80% des transactions au monde étaient exigées en dollars. Dans le sens que les États-Unis devenaient un État qui fabriquait le dollar et qui n'était jamais vraiment endetté parce que c'est eux qui fabriquaient le dollar. Aujourd'hui, on est passé à 40-30%. Est-ce que vous voyez? Et ça risque de continuer à descendre. Et donc, aujourd'hui, ces BRICS sont aujourd'hui économiquement les plus forts. Donc, les États-Unis sont très intelligents et malins. D'accord, on a passé le temps. Ils vont éviter la confrontation. D'accord, on va juste avoir l'avis de professeur rapidement pour aborder le dernier. Il nous reste moins de 10 minutes. C'est bien dommage. Ce que les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas faire et que le monde occidental ne peut pas exécuter, il ne faudrait pas donner la charge ou se décharger sur un pays africain comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a beau être puissant. Voilà, et donc je crois même que le président russe... C'est donc une utopie de penser que... Voilà, le président russe s'est déjà rendu en Turquie, après que le monde a prononcé ce mandat d'arrêt international. Voilà, et donc je crois qu'il est en Europe. La Russie est située en Europe. Donc si l'Europe même est sérieuse, qu'elle envisage de mettre en œuvre les conditions de l'arrestation du président Poutine. D'accord, voilà. C'est bien compris. Troisième sujet et le dernier, nous parlons religion. Une église baptiste attaquée par des hommes armés dans le nord-est du Nigeria. Le bilan de l'attaque est lourd, de 25 fidèles enlevés. Ce type d'attaque est récurrent dans les églises au Nigeria. Le corps du Christ fait constamment face à des actes de violence causant la mort d'un nombre important de chrétiens. Qu'est-ce qui justifie ces attaques répétées contre la communauté chrétienne à travers le monde? Que font justement les grandes instances chrétiennes pour sécuriser leurs fidèles? Et que dit la communauté internationale devant cette violation de la liberté religieuse? On en parle juste après. Des hommes lourdement armés ont attaqué une église baptiste de Bégué au nord-ouest du Nigeria, enlevant 25 fidèles lors d'un service dominical. Les enlèvements contre rançon et les attaques intercommunautaires ont repris de plus belle après une accalmie lors des élections de février et mars pour la présidence et les postes de gouverneur.
Au son des coups de feu, tout le monde s'y précipitait pour se mettre à l'abri. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau pour parler donc naturellement du dernier sujet de cette émission. Alors, des chrétiens enlevés, des chrétiens brimés, jetés en prison et même tués, des églises en cendres. Est-ce que les chrétiens sont surpris de ces événements, professeur Kwasi? Ils peuvent être surpris, puisque nous vivons au point de vue de la proclamation dans des États laïques. Voilà, quand on est dans un État laïque, on a la possibilité ou la liberté d'exercer la foi qu'on veut exercer ou qu'on veut pratiquer. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque ce type de violence intervient au niveau national et pendant des années, voire maintenant des décennies, on peut se dire que les chrétiens doivent être surpris que de telles exactions arrivent. D'accord. Maintenant, tout à l'heure, lorsqu'on parlera certainement de l'origine de Boko Haram et tout, on verra bien. D'accord. Professeur Maté, dites-moi, je vous lis ce verset. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, verset 22. Alors, fort de ce verset, mieux de cette prophétie, si on peut ainsi le dire, l'Église doit-elle attendre dans la résignation, dans la passivité et rester sans défense dans l'espoir que le retour de Jésus nous sauvera? Bon, le problème est profond. Je voudrais souligner deux choses. Le problème est profond. La première chose, c'est que dans le cas précis, on fait un amalgame de l'attaque sur l'Église. Il faut faire attention. Dans le nord du Nigeria, c'est un autre problème. Okay? Dans le nord du Nigeria, c'est un autre problème. Et il faut comprendre que les populations les plus attaquées par les djihadistes, ce sont les musulmans. Et ici, au sud-ouest du Nigeria, qui correspond aussi plus ou moins parenté à la zone de Biafra, ce sont des chrétiens qui sont là-bas. Ce n'est pas une zone musulmane, ce sont des Yoruba. Ce n'est pas une zone musulmane. Donc, et vous avez vu dans l'élément qui est passé, on a parlé de kidnapping, on a parlé de rançon. Donc, vous voyez, c'est une autre dynamique, au fait. Il faut faire attention pour le faire. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la question que vous posez, elle est très profonde. Comment est-ce que le chrétien réagit à cela? Est-ce que le chrétien doit s'armer et commencer à se défendre? Parce qu'on voit une passivité. Oui. Est-ce que le chrétien doit commencer à faire la politique pour être député, ceci, etc. Ou bien est-ce que le chrétien doit croiser les bras et regarder en l'air pour que Dieu arrive? C'est un véritable débat. Alors, je voudrais dire qu'il n'appartient pas à un citoyen d'organiser lui-même sa propre défense. Et c'est pour cela que ce type d'organisation on peut quand même appeler est régalien. À la défense. Voilà, c'est l'État qui assure la sécurité et la défense des citoyens. Et c'est à l'État de l'organiser. Alors, mais que se passe-t-il quand l'État n'arrive pas à le faire? Oui, mais absolument. Alors, donc, vous avez plus ou moins répondu à la question tout à l'heure dans votre réponse. Est-ce que les chrétiens doivent s'armer et aussi exercer la violence contre la violence? Mais il y a les groupes d'autodéfense aussi. C'est-à-dire les groupes d'autodéfense, ils ne vont pas pour tuer, mais pour se protéger. Donc, doter l'Église d'un groupe d'autodéfense, par exemple. Moi, je pense que ce serait peut-être monter dans l'escalade de la violence. Quand on veut se défendre, il s'agit tout simplement. Nous sommes en self-défense quand même. Oui, absolument. Sinon, un peu plus que la. C'est pour ça il faut qu'ils aient des armes. Alors, donc, il faut voir les mobiles. Qu'est-ce qui pousse ces groupes terroristes, dont Boko Haram principalement? On parle de rançon, donc l'argent. Non, l'éducation occidentale est un péché. Haram. C'est ce que veut dire Boko Haram. C'est cela. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, ils s'en prennent à tout ce qui est valeur occidentale. Culture occidentale. Et tout ce que ces valeurs ou cultures occidentales ont entraîné, comme la corruption, oui, mais ça, c'est le cas de Boko Haram. Ici, nous sommes dans le cas de Dondo. Oui, mais ce sont eux qui exercent ce terrorisme-là. Alors, on n'a pas la preuve. Tout compte fait, c'est toujours du terrorisme, on va dire. Oui, d'une certaine manière, mais si c'est du kidnapping, en classification, ça relève. C'est un degré moindre, on va dire. Non, mais c'est du terrorisme, je m'excuse. C'est du terrorisme, un enlèvement. Non, je ne suis. L'enlèvement, c'est pas du terrorisme, non? Pour vous, c'est pas du terrorisme. Je ne partage pas en termes de terrorisme djihadiste. Est-ce que vous voyez? Moi, je pense que le problème qui est là aujourd'hui,
des gens sont kidnappés. On a dit, ils ont parlé de conflits entre des ethnies, des tribus, etc. Et c'est pour ça que je dis le profil est différent. Et je voudrais revenir, chacun est libre d'avoir son opinion, mais moi je pense que les chrétiens doivent être capables d'avoir des groupes d'autodéfense. Pour moi, la différence entre le groupe d'autodéfense et peut-être la limite à franchir, c'est d'avoir des armes et puis aller tuer des gens, etc. Non. Oui, alors, se protéger. Voilà, s'il le permet, j'ai souscrit les groupes d'autodéfense. En 2 phrases. On peut les mettre en place. Mais ce que je voudrais dire, c'est que très souvent, il y a des résultats d'analyse qui sont équivoques. En 2010 déjà, il y a eu l'intensification de la lutte contre les chrétiens, les attaques, les incendies, les assassinats ciblés. Voilà. Et on a eu par exemple l'attentat de Kos qui a fait 80 victimes. Et donc lorsqu'on dit que tout ce que les terroristes font, c'est plus à l'endroit des musulmans qu'à l'endroit des chrétiens, il faut nuancer cette argumentation. Parce qu'au départ, les prétextes qui ont été avancés pour qu'on puisse recourir au terrorisme et à la création de Boko Haram ont beaucoup avancé. Et à un moment donné, les chrétiens, les synagogues, les lieux de culte ont été pris pour cible. Voilà. Et donc, il ne faudrait pas croire que ce sont des règlements de compte légers. C'est le résultat d'actes de terrorisme bien conçus dans des équipes et tout ça, et que les gens ont perpétré à l'endroit des chrétiens. D'accord. Bon, ce que je veux dire, le groupe d'autodéfense, je ne suis pas contre, mais je ne pense pas qu'il soit suffisamment efficace à l'échelle d'un État pour pouvoir contrer la violence terroriste qui est exercée contre un groupe, contre les chrétiens. Il va la réduire. D'accord. Alors, nous allons poursuivre l'avant-dernière question de ce talk show. 360 millions de chrétiens fortement persécutés et discriminés dans le monde. Ce sont les résultats de l'ONG chrétienne Portes Ouvertes pour l'année 2023. Et cette même enquête nous fait savoir que la communauté chrétienne est la plus persécutée au monde. Qu'est-ce que, selon vous, pourrait justifier fondamentalement cette persécution que vivent les chrétiens à travers le monde, la première communauté persécutée dans le monde? Docteur Maté. Écoutez, la persécution des chrétiens à travers le monde vient du fait que les chrétiens viennent en opposition à l'ordre établi. Quand ils sont dans un pays musulman et qu'ils disent « non, ce n'est pas Mahomet le prophète, c'est Jésus le sauveur », ils viennent en contradiction même. Mais chacun est libre d'exprimer sa foi quand même. Mais ce n'est pas comme ça dans les pays. Est-ce que vous savez qu'il est interdit, je dis bien interdit, de faire entrer une Bible en Arabie Saoudite? Oui, dans certains pays. Est-ce que vous voyez? Donc, alors que les chrétiens, eux, ils permettent à tout le monde de venir. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le sens de l'amour du chrétien. Oui, je sais, mais donc j'en viens. Donc, les chrétiens sont en contradiction par leur foi dans beaucoup de pays à l'ordre établi. Donc, par exemple, si vous venez, vous quittez les musulmans, vous venez par exemple aux États-Unis même, et que les chrétiens commencent à dénoncer l'homosexualité, ils sont persécutés. Parce que c'est une forme de persécution aujourd'hui. C'est clairement déclaré que les chrétiens sont persécutés. Mais quand on impose aussi aux chrétiens l'homosexualité, ce n'est pas une forme de persécution? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Okay, je suis en train d'expliquer pourquoi les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Parce que leur style de vie, leur profession rentre en contradiction avec la plupart des lois ou bien des modes de vie établis dans le monde. Et j'ai donné premièrement le cas des musulmans. Donc quand le chrétien est dans un pays musulman ou qu'on dit c'est Mahomet le prophète, il dit non c'est Jésus, il sera persécuté. Deuxièmement, quand il est aux États-Unis, on dit l'homosexualité, on doit l'enseigner aux enfants, ce n'est pas une déviation, il s'oppose, il est persécuté. Il est renvoyé de son... J'ai encore lu il y a 2 semaines une enseignante aux États-Unis qui est renvoyée parce qu'elle a refusé d'enseigner aux enfants l'homosexualité, que c'est normal. Est-ce que ouais. Donc tout ça aujourd'hui, c'est ça la persécution moderne en fait. Professeur, je crois que aussi rapidement sur le thème de cette émission. Le chrétien professe une foi non violente. Alors que ce n'est pas la même chose, la même image que nous voyons avec la profession des autres foi religieuses.
Et c'est ce qui fait que entre le chrétien et les autres religions, ou ceux qui pratiquent les autres religions, il y a un hiatus. Là où on oppose, ou si vous voulez, on offre l'hospitalité, la compréhension, l'admission, en dehors, bien entendu, de tout ce qui déroge aux règles et donc aux commandements de Christ ou de Dieu, là, ce n'est pas évident qu'on rencontre, comme l'a dit Dr Mathieu tout à l'heure, voilà, si vous voulez, le retour de la censure. Bien au contraire, on nous offre ou on nous oppose la violence. Et voici ce qui crée la contradiction. Et je pense que c'est parce que nous n'avons pas assez de temps. Sinon, on parlerait de la question du bien et du mal. Au regard d'un certain nombre de philosophes. Certainement dans une autre émission, on le fera. Je vous le promets, professeur. Voilà, et qui nous permettrait certainement de situer un certain nombre de responsabilités humaines au niveau des actes. Alors, en une phrase, le nouveau président nigérian élu, Bola Tinubu, quels sont ses chantiers parlant justement, en deux phrases, de cette lutte contre Boko Haram, contre la persécution des chrétiens? Écoutez, moi, Tinubu, il m'a déçu et je n'espère pas beaucoup de choses de lui. Il m'a déçu à deux niveaux. Le premier niveau, il y a eu un accord tacite au Nigeria que si le président est chrétien, le vice-président doit être musulman. Si le président est musulman, le vice-président doit être chrétien. Tous ceux qui sont passés les 3 derniers, ils ont respecté cela. Et quand on a demandé à Tinubu de respecter ça, il dit non, il ne respecte pas. On lui dit mais pourquoi? Il dit non, lui, il a vu, il est musulman, c'est vrai, mais le vice-président qu'il a vu qui est compétent et qui a les valeurs, c'est un musulman. Donc c'est lui qui le prend. Et c'est un faux problème parce que le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. Il ne peut pas dire ça. Donc il m'a déçu véritablement à ce niveau. Mais je vous arrêtez là. D'accord. Oui, je pense que c'est un signe prémonitoire. Voilà. Et cela pose le problème de la pesanteur des premiers responsables et donc du chef de l'État dans la gestion des conflits internes au pays et surtout entre religions comme cela se passe au Nigeria. Voilà. Comment les hommes qui dirigent ces peuples-là, dont le Nigeria, peuvent intervenir de façon, j'allais dire, équitable. Bola Tinubu aura-t-il les moyens de faire face à la nébuleuse Boko Haram, selon vous? Oui, il a les moyens, mais seulement, est-ce qu'il n'aura pas de parti pris? Comme c'est le cas ici, il n'aura pas de parti pris. Est-ce qu'il va jouer franc jeu? Parti pris parce qu'on a affaire à... Parce que son vice-président est le gouverneur de l'État où est installé Boko Haram, s'il vous plaît. Et on a vu ce que Buhari a fait. Il n'a pas vraiment combattu Boko Haram. Ils n'ont pas mis les ressources qu'il fallait. D'accord, voilà. C'est donc sur ces différentes interventions, de ces débats très passionnés sur le plateau de Lumière du Monde Télévision que nous allons clore cette émission. Nous avons été très heureux de vous présenter e-Décryptage. Merci encore une fois à nos consultants en politique africaine et internationale. J'ai nommé Dr Maté, professeur d'économie, conférencier international, professeur Raphaël Kwasi, maître de conférence en littérature française, option roman, j'y suis maintenant, voilà, à l'université Pélé Foro Gonkoulibaly de Korogo, c'est dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis, Dieu vous bénisse et à bientôt.